Somnifère, le podcast. Quand on se méfie, on se trompe. Quand on ne se méfie pas, on est trompé. Écrit Diane de Bossac. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 3 novembre et Somnifère vous raconte ce soir la rencontre au parc Monceau de deux femmes, Henriette et Suzanne, mères de famille qui mènent une existence banale et sans histoire. Or petit à petit, une amitié complexe s'installe et elles décident de se voir en secret pour mener une existence moins ennuyeuse. C'est une nouvelle amusante de Maurice Leblanc intitulée « Deux femmes honnêtes ». Et juste avant cela, une séance de relaxation pour laisser aller stress et tracas. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Je vous propose qu'on se détende ce soir au son de la pluie. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise et quand vous êtes prêt, fermez les yeux. Saviez-vous que les gens s'endorment plus rapidement lorsqu'il pleut ? C'est un phénomène amusant qui a été étudié par des chercheurs et qui pourrait s'expliquer par une combinaison de raisons, et notamment par la musicalité et le rythme de la pluie qui tombe. C'est apaisant, c'est réconfortant, on se sent en sécurité. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez toutes les tensions à l'expire. À présent, concentrez-vous sur le rythme simple et répétitif de la pluie qui tombe et laissez-le vous apaiser et calmer vos émotions. Imaginez à présent le parcours d'une goutte de pluie, en commençant par le nuage de pluie qui l'a vu naître, jusqu'à ce qu'elle tombe sur le toit de votre immeuble ou de votre maison. Commencez par imaginer sa formation, puis le moment où elle commence sa chute. Suivez cette goutte de pluie qui tombe du ciel sans effort, comme pour nettoyer l'atmosphère. Avant de venir nourrir la terre. D'ailleurs, combien de temps met une goutte de pluie à tomber du ciel ? « 30 secondes, peut-être moins, peut-être plus.
Suivez à présent une nouvelle goutte de pluie qui tombe cette fois au milieu d'une forêt. La goutte vient hydrater le sol Des gouttes de pluie pénètrent dans les racines d'un arbre, remontant le tronc jusqu'aux branches. Et plus tard, s'évapore à travers les feuilles. Imaginez à présent la pluie qui tombe sur les trottoirs d'une grande ville, la nuit. Peut-être Paris, peut-être Nantes, peut-être Bruxelles, peut-être Montpellier, peut-être Genève. Sentez l'odeur caractéristique de la pluie. La beauté des néons qui se reflètent sur les trottoirs mouillés. La sensation si agréable d'être au sec et de regarder la pluie tomber et nettoyer la ville. Concentrez-vous simplement sur le bruit de la pluie qui tombe et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Maurice Leblanc, deux honnêtes femmes. Elles se rencontrèrent au parc Monceau. Leurs filles, des gamines de 5 à 6 ans, jouaient ensemble. Les mères se sourirent, puis se parlèrent. Elles étaient jolies toutes deux, de silhouette élégante et de manières distinguées. L'une, Henriette Dufriche, blonde et grande, l'autre, Suzanne Radouin, brune et mignonne. Elles eussent pu se connaître plus tôt, faisant partie de la même société. Mais elles sortaient peu. Leurs maris, de riches commerçants, les aimaient assez et savaient suffisamment les distraire pour qu'elles ne regrettassent rien de la vie mondaine.
Épouses également tendres, elles aimaient surtout la paix de leur foyer, leur intérieur coquet, l'infinie quiétude de cette existence. En vérité, c'étaient deux honnêtes femmes, honnêtes en action, honnêtes en pensée et en rêve. Elles condamnaient les fautes de leurs amis. Henriette avec une révolte sincère, Suzanne avec une indulgence dédaigneuse. Au fond, elles se sentaient d'une autre essence, réfractaires aux vices par tempérament, par habitude, par instinct, par éducation. Et elles en tiraient vanité. Ces analogies qu'elles ne devaient jamais deviner établirent immédiatement entre elles une sympathie qui les rendit bavardes, exubérantes, prêtes aux crises d'expansion. Et sans plus tarder, sitôt finies les banalités indispensables, elles s'accablèrent de confidences et de mensonges. Elles passèrent une après-midi délicieuse. Le soleil se coucha, il fallait partir. Elle s'y résignait quand un jeune homme vint s'asseoir en face d'elle et les dévisagea de façon impertinente. Henriette dit : « Comme il se trompe, le malheureux. » Suzanne répondit : « Oui, il s'adresse mal. » Tout de suite, elles vantèrent leurs principes. Mais mutuellement, elles s'accusaient d'hypocrisie, aucune d'elles n'admettant de rival en vertu. Aussi, par condescendance pour les goûts supposés de sa nouvelle amie, Madame Radouin avoua contrairement à ses idées. Comme c'est amusant d'être admirée, même d'un inconnu. Et Madame Dufriche répliqua pour les mêmes raisons. Moi, ça me passionne. Elles appelèrent leur fille et l'on s'en alla. Suzanne reconduisit Henriette. Le monsieur les escortait. En chemin, elles se racontèrent des conquêtes de ce genre, des aventures qu'elles imaginaient au hasard, pour ne point sembler trop naïves aux yeux l'une de l'autre. On se donna de vigoureuses poignées de main. Il fut question d'échanger des visites. Mais elles réfléchirent. Non, il valait mieux se voir en dehors de leur mari. Quelle charmante journée on s'offrirait ainsi dans la liberté d'entrevues clandestines. Elles recommandèrent à leur fille de garder le silence sur cette rencontre. Ce n'est que le soir, dans l'intimité de leur ménage, que leur apparut, momentanément d'ailleurs, l'anomalie de leur conduite. Somme toute, elles n'avaient cessé de mentir, de se montrer sous un aspect faux, d'afficher de viles préoccupations et une légèreté de caractère inexcusable. Pourquoi ? Pourquoi, en particulier, ces cachotteries vis-à-vis de leur mari, subterfuge odieux qui les entraînait à implorer la complicité de leurs enfants ? De telles contradictions les embarrassant, elles refusèrent de s'y attarder. Le lendemain, il pleuvait. Elles accoururent cependant au parc Monceau, seules, avec l'exquise émotion de femmes coupables. La pluie rageait. L'une d'elles proposa : « Si nous prenions une voiture ?» Elles se blottirent toutes tremblantes au fond d'un fiacre et se firent mener au bois. Elles causèrent peu d'abord, les yeux accrochés aux arbres luisants, envahis de songeries neuves. Enfin, Suzanne ricana. Ça manque de cavalier. Elles frissonnèrent à l'idée de deux hommes assis en face d'elles et qui serreraient leurs genoux et baiseraient leurs mains dégantées. Madame Dufriche se pencha vers son amie. « Serait-ce la première fois, vous ?» L'autre souriant d'un air mystérieux, elle reprit. « Moi aussi, ça m'est arrivé.
oriente grave une petite escapade. L'épanchement définitif survint. Elles confessèrent des peccadilles factices, énumérèrent les déclarations qu'elles avaient provoquées, décrivirent les attitudes, les pleurs, les joies, les délicatesses de leurs prétendants. Elles mettaient à s'avilir une réelle ardeur. Chacune d'elles eut une piètre opinion de sa compagne. Elles se virent régulièrement, toujours à l'insu de leur mari, ce qui les contraignait à multiplier les ruses et à se débattre au milieu d'inextricables complications. Elles vécurent en pleine fourberie, naturellement, sans effort ni dégoût, comme si jamais elles n'eussent vécu d'autre manière. Un jour, 2 messieurs les suivirent. Elles les traînèrent longtemps après elles sous prétexte de s'en moquer, et elles allaient de droite et de gauche, la tenue mauvaise, la parole bruyante. Toute une semaine, le même manège recommença. On se jetait des regards effrontés. On marchait sur le même trottoir. Puis une fois, elles entrèrent chez un pâtissier. Ils y pénétrèrent également et, s'adressant aux jeunes femmes comme à des dames déjà connues, ils leur offrirent à goûter. Ils semblaient bien élevés, elles acceptèrent. On passa dans une pièce voisine. Ce fut très gai. Ainsi, avec une stupéfiante rapidité, se désagrégeaient leurs vertus. Elles brûlaient les étapes. Elles couraient malgré leurs pieds pesant debout. Elles galopaient dans les ornières, haletantes, les yeux fermés, sans même soupçonner l'effroyable abîme qui s'ouvrait devant elles. Elles succomberaient. Il le fallait, elles succomberaient parce qu'elles s'étaient rencontrées. Honnêtes séparément, elles ne pouvaient plus l'être ensemble. Aussitôt leur franchise se transformait en dissimulation, leurs scrupules s'endormaient, leur conscience capitulait. La voix de l'une, son approche, son parfum, donnaient à l'autre une fièvre d'adultère. Elles s'empoisonnaient mutuellement. Certes, des motifs puissants et compréhensibles provoquaient en partie ce phénomène, tel qu'une sorte de rivalité dans le mal, une honte à s'avouer novice et sage, beaucoup de forfanterie, un peu de curiosité peut-être. Mais la raison primordiale, essentielle, obscure, quoique seule capable de déterminer une décomposition si profonde et si foudroyante, résidait dans l'intimité de ces 2 femmes irréprochables. Le simple fait de s'asseoir sur des chaises voisines ou de se promener côte à côte tout en échangeant des phrases quelconques les corrompait aussi sûrement que la fréquentation assidue de créatures dépravées. Leur contact dégageait une atmosphère amollissante, malsaine, désastreuse, où elles perdaient toute énergie et toute faculté de résistance. Le choc de leur vertu produisait du vice. L'incident du goûter se renouvela. On eut des rendez-vous. On se cacha dans les salons particuliers des grands restaurants. Ces dames réservées d'abord s'adoucirent. Elles accordèrent aux lèvres gourmandes des jeunes gens leurs doigts, puis leurs bras, puis leurs épaules, puis leur bouche. Un peu grises parfois, elles ne repoussaient point les caresses et se sentaient lâches, presque avides de l'étreinte brutale. Enfin, durant un souper, que de mensonges amoncelés pour se rendre libres,
elles furent entraînées chacune dans une pièce, déshabillées, prises. Elles se connaissaient depuis 1 mois. Elles n'éprouvèrent aucun désespoir, pas plus qu'elles n'avaient souffert de leur dégringolade vertigineuse. Elles ne pouvaient se lamenter sur la chute irréparable. Où auraient-elles puisé la force nécessaire aux révoltes généreuses, aux remords qui purifient? Nulle autre personne n'entendit leurs confidences. Or, elles se félicitèrent. On loua un appartement meublé qui servit aux 2 couples, souvent le même jour à 1 heure d'intervalle. Ils aimaient aussi se réunir tous 4. On causait, on fumait, on s'embrassait. Quelles joies inexprimables! 3 semaines après, lasses de leurs amants, elles rompirent. Le surlendemain, d'autres les possédèrent, et de nouvelles ruptures aboutirent à de nouvelles liaisons. Elles ne luttaient même pas. Contre quoi s'insurger? Contre de basses tendances et d'ignominieux désirs? Elles n'obéissaient nullement à de tels mobiles. En réalité, leur tempérament, leurs instincts, leurs principes restaient identiques, toujours sains, pondérés, honnêtes, souverainement honnêtes. Mais sur eux, comme un roc écroulé sur quelques pierres éparses, pesait une cause formidable de perversité, l'amitié de Suzanne et d'Henriette. Sentiments nobles, préceptes rigides, règles de probité, maximes idéales, habitudes respectables, tout cela combiné engendré par de mystérieuses réactions, des besoins irrésistibles de débauche. Elles s'y durent soumettre. La main dans la main, elles descendirent des marches encore, les dernières toutes glissantes de vase. Puis un jour, elles s'éprirent du même homme. L'une l'emporta, des querelles violentes s'élevèrent, mêlées de coups et d'outrages grossiers. Elles ne se revirent plus. Séparées, elles redevinrent honnêtes. Instantanément, sans transition, le mal s'arrêta, la source du mal n'existant plus. Le charme secret s'évanouit, qui les obligeait à boire toutes les ondes jusqu'à la lie et à se barbouiller de fange le corps et l'âme. Il ne leur fallut aucune peine pour secouer l'influence inexplicable dont elles avaient subi le joug. Elle se dissipa d'elle-même. Et leurs bons instincts reparurent, et l'idée du devoir les guida, et de décentes ambitions les hantèrent. Et elles ne comprirent jamais rien à cette période de leur vie. En cela, comme tout, et comme nous tous, les jouets du hasard stupide qui fait du vice avec de la vertu avec du vice, du hasard fantasque qui les avait voués à la turpitude et qui les rejetait maintenant à leur vertu première. Bonne nuit. Bonne nuit.